On va parler 2 minutes de son rapport aux femmes. Il aime les... Vous dites qu'il aime les femmes de caractère. Il va rencontrer une femme. Oui. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Parce que c'est un très très joli passage aussi de votre livre. Cette rencontre avec sa femme. Je ne parle pas des femmes pour lesquelles il va travailler. Oui, non, mais c'est intéressant parce que voilà un homme qui a eu, je pense, d'après donc ce que j'ai pu retrouver, des lettres, et aussi de ce qu'on m'a raconté, voilà un homme qui a eu une passion de jeunesse à 18-19 ans pour une femme veuve qui avait plus de 10 ans de plus que lui. Et il se trouve qu'à l'époque, lorsqu'on écrivait des lettres à la femme aimée, celle-ci en général les gardait, et lorsque une histoire d'amour se terminait, cette femme rendait les lettres. C'est des choses qui évidemment de nos jours n'existent absolument plus. C'est genre un peu dommage, c'est magnifique. Petit SMS de rupture. Et alors, donc ces lettres, j'ai pu les lire. Et j'ai pu en lire une bonne partie. Et donc, j'ai mesuré à ce moment-là que le jeune François Mathey était un passionné. Et donc, il était jeune, il a été passionné toute sa vie. Sauf que l'homme qu'on découvre, l'homme que connaît le grand public, des courses en tout cas, et pas seulement, et qui était donc le taiseux, le silencieux, parfois le cynique, eh bien, c'est pas le jeune homme que moi j'ai trouvé dans les lettres. Et ça m'a fasciné. Donc, comment est-ce qu'il a caché cette facette de lui? Donc, ça, c'était un amour de jeunesse qui l'a profondément marqué. Et puis ensuite, il est tombé très amoureux de celle qui deviendra son épouse, Marguerite Descourtils. Or, je pense qu'on peut le dire, d'ailleurs, c'est dans le livre, les parents de Marguerite Descourtils, qui avaient 20 ans de moins que lui, n'était pas tellement heureux quand elle est toute jeune, vers 22-23 ans. Elle tombe amoureuse donc de cet entraîneur de pur sang qui était déjà commencé à être très, très célèbre. Mais les parents ne sont pas tellement d'accord, et nous sommes dans les années 50 et tout ça est un peu délicat. Eh bien, c'est une histoire d'amour qui va se construire à travers le temps, et c'est un couple qui va mettre quand même plusieurs années à tenir bon, jusqu'à ce qu'ils se marient, 7-8 ans après leur rencontre. Et il dit des choses magnifiques sur elle, que j'ai mises aussi dans le livre. Et là aussi, on retrouve cette passion, mais toujours cette pudeur et cette délicatesse du sentiment, qui correspond aussi à une façon d'être de cette époque-là. Oui. C'est toute une époque de la France, je trouve, une élégance de cœur, une élégance de tenue, et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette recherche, dans cette quête de ce personnage, c'est qu'il est emblématique de notre pays, enfin de notre pays, de l'Europe, j'allais dire moi qui travaille beaucoup sur l'Europe, mais il est emblématique d'une délicatesse de cœur et d'une construction aussi intellectuelle et sentimentale de la vie. Que représente-t-il aujourd'hui dans le monde des courses? Une mémoire et une légende. C'est une mémoire et une légende. Et j'ai été très très frappée maintenant que le livre est sorti il y a quelques semaines. Je commence les signatures, les dédicaces, et je vois des jeunes gens de 25-30 ans venir se planter devant moi avec plusieurs livres sous le bras, en me demandant une dédicace et en me parlant de François Mathey, qui est né en 1908 et qui est mort en 1983, et qui est pour eux emblématique de toute une page de cette histoire. Et donc très jeune, et puis bien sûr ceux qui sont plus âgés, parce qu'il est incontournable dans ce monde-là. Teresa, après tout ce travail, ce temps, cette énergie, cette passion consacrée à François Mathey, dans quel état émotionnel êtes-vous aujourd'hui? Une fois que vous nous avez délivré votre bébé, votre dernier livre, vous en êtes séparés, vous nous le proposez, il va faire son chemin, il va prendre sa route. Oui, dans quel état êtes-vous? Orpheline, orpheline, et beaucoup plus même qu'avec mes romans. Et j'en suis même émue là en parlant avec vous, Nathalie, parce que vous avez, voilà, on se connaît un peu, et la littérature, c'est ça, c'est cette émotion. Moi, je ne fonctionne qu'à l'émotion. Et vous voyez, je suis orpheline du personnage, que je porte en moi encore, parce que c'est encore très frais, c'est encore tout nouveau. Et je vous avoue que cette écriture m'a bouleversée. Et donc, il va falloir que je retrouve, je suis dans la vallée obscure, au pied de la prochaine montagne, puisque pour moi, chaque livre est une montagne.
Il va falloir que je sorte de cette vallée un peu obscure et que je gravisse cette montagne avec un prochain roman. Et je vais le faire avec joie. Mais là, en ce moment, j'attends que les personnages que j'avais pourtant déjà en tête il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à travailler sur François Mathey, reviennent à moi. Quelque chose a changé chez moi, dans mon écriture. Et c'est passionnant, c'est un défi, et ça me fait peur. Voilà. C'est merveilleux. Donc, c'était ma prochaine question. Je voulais savoir quel était le prochain projet. Est-ce que vous avez une idée ou vous êtes encore en bas de la montagne? Non, j'ai une idée. Je suis très à l'écoute de ce que j'ai envie, parce que je travaille beaucoup aussi à l'intuition. Je suis à l'écoute des prochains personnages fictifs qui vont me parler, qui vont venir, qui sont déjà là. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Et jamais je n'aurais pensé qu'écrire cette biographie allait me marquer à ce point. Et c'est vraiment un changement de route, un changement de direction dans mon écriture, dans ma façon de voir les choses. Et comme je dis, c'est à la fois merveilleux et à la fois j'ai un peu peur, mais c'est excitant et je vais relever ce défi. J'espère, pour aller planter le drapeau nous l'espérons aussi, en haut de la montagne. Nous l'espérons aussi, mais peut-être après, emprunter à nouveau le genre de la biographie qui vous sied. C'est un très très beau livre, je le répète. Encore une fois, je répète que si on n'aime pas forcément l'univers des chevaux des courses, etc., c'est une biographie éminemment romanesque. Oui, parce qu'il se prête, c'est un homme de grandeur. C'est un homme de grandeur. C'est un homme de grandeur qui se prête à une page de l'histoire de France. Et c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs dans le livre. D'ailleurs, on me dit que c'est écrit comme un roman. Et c'est très intéressant d'ailleurs ce travail entre la biographie et le roman, ces ressorts, ces résonances baudelairiennes entre l'exactitude, la vérité, et cette âme d'un homme que moi j'ai voulu comprendre et que j'ai voulu transmettre, et à travers lui il y a tant d'archétypes, ses relations avec son épouse, mais surtout la relation avec ses fils. Comment être fils de Napoléon des entraîneurs, Alors, effectivement, c'est ce que j'allais vous demander avant de vous demander d'avoir la gentillesse de nous lire un extrait. Je voudrais qu'on parle 2 minutes, parce qu'encore une fois, j'ai eu la chance de les rencontrer, de les croiser, en tous les cas. C'est quoi pour les fils d'avoir un père? On peut connaître le sujet, mais c'est quand même quelque chose. Et en plus, il y en a un des deux qui lui ressemble tellement. Physiquement, je ne le connais pas personnellement, mais comment se placent-ils, eux, dans cet héritage? Ils ont perdu leur père brutalement et ils étaient très jeunes, puisque Melchior, l'aîné, avait à peine 21 ans et Hubert, le cadet, avait 19. Et donc, ils l'ont perdu, et ils ont perdu un père qui n'arrivait pas à exprimer vraiment son amour, même si je pense que les relations étaient complexes. C'est toujours compliqué avec un père qui prend une place et qui, à l'époque, alors là, était vraiment une légende. Et il fallait qu'ils trouvent leur chemin vers leur père. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Et j'ai vraiment pesé chaque mot de mon analyse des relations avec ces 2 fils qui sont toujours évidemment parmi nous. Et donc, il faut faire très attention. Et la romancière que je suis a vraiment pesé chaque mot pour définir le plus précisément possible cette relation. Mais on se reconnaît tous dans une relation avec un père ou une mère d'ailleurs, quelqu'un qui peut prendre une place immense, et comment devenir adulte avec eux, sans eux, malgré eux ou grâce à eux. Et n'est-ce pas le défi de beaucoup d'entre nous? Et je me suis aussi reconnue là, dans cette démarche des fils. Et j'ai vraiment... je trouve que c'est les couleurs peut-être les plus touchantes aussi dans ce livre. Et j'ai vraiment pesé chaque mot pour être le plus juste possible. Et avec une infinie délicatesse, un respect inouï. Teresa, nous avons de la chance parce que vous allez nous lire un tout petit passage du livre. Pouvez-vous juste recontextualiser ce passage dans votre livre?
Alors, donc je l'écris à peu près, voilà, oui, à peu près au début pour essayer, parce que l'important dans une biographie, c'est de donner une chronologie sans que ce soit non plus trop ennuyeux. Donc c'était de donner aussi au lecteur une connaissance du personnage au fur et à mesure. Donc je parle évidemment de Yves Saint-Martin qui était la personnalité la plus importante dans cette première partie de l'aventure de François Mathey. Si l'on veut saisir la relation complexe entre ces deux hommes d'exception, tissés de triomphe et de déchirure, il faut revenir à la matrice. Il y aura à jamais entre François Mathey et Yves Saint-Martin le regard émerveillé de l'enfant venu de nulle part par amour du cheval, et celui du père spirituel sur le prodige, un regard à la fois exigeant et protecteur, mais d'une affection résolument secrète. On reprochera souvent à François la dureté ombrageuse dont il a fait son armure. Elle irrite et offense, elle en blesse certains et non des moindres, ses fidèles les plus dévoués qui monteraient au front pour lui. Le jour venu, cette dureté n'épargnera pas ses deux héritiers, les fils de son sang, car la sévérité de François Mathey peut se révéler féroce. Ce que son éducation encourage, son caractère le commande. Il est l'un de ces hommes aux tendresses muettes et aux entêtements orgueilleux qui choisira toujours le silence comme pour conjurer le sort et tous les maléfices, au risque de tout perdre. Merci infiniment. Merci Teresa. Nathalie Vigne. Merci.